Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à notre traditionnelle causerie du Lean. Nous recevons aujourd'hui les membres de LEI comme toujours, mais nous vous assurons qu'aujourd'hui vous aurez une grosse surprise, vous aurez un invité. Et pour commencer cette causerie, je lance le feu. Je m'appelle Jean Sanama, je suis coordinateur Lean. Et ma semaine a été très remplie. Je suis encore, comme vous le savez, je suis encore en immersion et j'apprends beaucoup de mes nouveaux collègues. Bonne ambiance. Bonjour tout le monde, moi c'est Fallon Ibombo, donc je suis consultante Lean et actuellement du coup ma semaine elle a été intense parce que du coup il y a eu le jour férié le 14 février, le 14 juillet, excusez-moi. Et la semaine était intense parce que tout a été, et puis le départ des congés de collègues. Donc là, c'était vraiment la semaine où il fallait tout capter, les transmissions, tout ça, pour pas oublier. Voilà, 3 jours intenses. Et en plus, oui, voilà. Donc, mais plutôt bien quand même, dans l'ensemble. Rogan Kakubanga, je suis responsable maintenance et amoureux du Lean. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête de 14 juillet pour ceux qui nous suivent. Et la semaine étant courte mais bien chargée. Et donc au férié aujourd'hui, mais on reprend demain. Moi je fais pas le pont. Ouais, intense et puis intéressant comme d'habitude. Bien. Aujourd'hui, donc, exceptionnellement, même pas exceptionnellement, on a eu une réponse d'un ferreux, d'un amoureux du Lean, d'un spécialiste de l'amélioration continue qui nous a contactés. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Hamza. Bonjour Bienvenue tout le Hamza, monde. bienvenue à la causerie du Lean. Bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien, on te laisse te présenter, Hamza, et tu vas partager avec nous la thématique d'aujourd'hui, qui est fort Oui, heureusement celle qui intéresse beaucoup de gens, à savoir comment réussir un chantier ligne, comment faire en sorte qu'on ne s'arrête plus sur 3S dans notre démarche 5S, et quels sont les éléments clés que tu pourras partager aux auditeurs, à tous ceux qui vont nous suivre, pour que les erreurs que tu as eu à commettre par le passé, qu'il n'ait plus à les commettre et surtout qu'il gagne en expérience à travers les pépites que tu vas nous apporter. Je te laisse te bien présenter. sûr. Bien sûr. Je m'appelle Hamza Bentabet, je suis responsable de projet dans le secteur de l'aéronautique. Du coup, on va dire que je suis comme Rogan, un amoureux du Lean. J'ai pratiqué le Lean pendant plus que 6 ans et aujourd'hui, je fais d'autres missions. Mais dans mes missions actuelles, j'essaie quand même d'introduire les bases parce que euh, on va dire que presque les métiers qui sont dans l'aéronautique, on a en fait cette base qui est d'aller chercher les gaspillages. Et du coup, un des outils pour faire la transition, c'est un des meilleures méthodes pour, pour pouvoir apporter des gains et éliminer les gaspillages, c'est le 5S. Voilà. Merci. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est effectivement comment réussir un chantier 5S. Qu'est-ce qui Ouais. fera qu'on arrive à réussir un chantier 5S bon du premier coup? Oui, vas-y, Oui, Jean. oui, on a la chance que Hamza, tout comme moi, tout comme Rogon, tout comme Fallon, nous avions eu des expériences diverses et variées au niveau de l'implémentation, surtout au niveau de l'animation, du déploiement même de cette démarche 5S-là. On a eu des Mhm. échecs, on en a partagé ces échecs-là, on les a vécus dans plein de secteurs d'activité, que ce soit l'aéronautique, dans l'industrie agroalimentaire, dans la pharma, mais aussi on a appris de ces erreurs-là et nous avions grandi. Et on se propose aujourd'hui dans notre discussion de partager ces différents succès-là avec vous. Donc Hamza, on te laisse la Une, primeur de lancer exact. d'abord les premières pépites. Moi, je peux dire que une des clés, parce qu'on a plusieurs clés. Après, c'est comme des chaînes avec des maillons. Donc, si on a une qui Bien sûr. marche moins, forcément, ça marche pas. Moi, la première des clés, c'est que le management doit être conscient de la puissance de la méthode. Parce que, en fait, Oui. on peut convaincre les opérateurs, les chefs d'équipe, tout ça, mais le top management doit être conscient de la puissance et la valeur ajoutée
du 5S. En fait, il faut savoir que le 5S, c'est une des méthodes rares qui contribue à l'amélioration de la performance sur tous ces aspects. Bah, sur l'aspect sécurité, sur l'aspect qualité, coût, délai et personnel. Bah, sur l'aspect sécurité, c'est tout simplement quand on a un bureau, un environnement qui est bien organisé, bah, au moins, on a moins de risques d'accident. Ça, c'est le premier point. Bah, la qualité, eh ben, si on a les moyens qui sont rongés, que la Noria, par exemple, de passage des agents de maintenance pour réparer tout ça, bah, du coup, on a plus de chances de réaliser un travail en qualité. Donc, après, s'il y a un moyen qui était mal rongé, derrière, on l'utilise, donc, etc. Donc, on a plus de chances de dégrader en fait le produit sur lequel en fait on va réaliser l'activité. Bah, le coup, bah, c'est tout simplement, c'est la méthode, c'est un des moyens qui va permettre d'éviter les pertes des outils, du matériel, etc. Donc en termes de coût, bah, on voit l'impact. Et puis D'accord. le coût, pas que du matériel, le coût aussi des déplacements, parce que le temps c'est de l'argent. Donc si on ronge de façon optimale, donc on a tout ce qu'il faut à portée de main. Donc j'ai dit sécurité, qualité, coût, délai. Bah, c'est simple parce que quand on a tout à portée de main, donc on gagne plus de temps. Et puis derrière, on peut satisfaire le client puisqu'on va livrer à temps. Et personnel, bah, c'est la satisfaction. Oui. Oui, ça veut dire que ce qu'on retient déjà, c'est l'engagement de la direction. L'engagement de la direction et comme je disais, il faut qu'on leur explique bien ce que ça va apporter sur tous ces aspects-là. Parce que souvent, le management dit ouais, mais moi, ma priorité, c'est la sécurité. Ben oui, mais commençons par les bases. Ben, la base, c'est que vous ayez un environnement safe et la méthode 5S peut apporter ça. Et du coup, il faut convaincre le management avant d'aller sur le terrain. Parce que si le management est convaincu, ben derrière, les messages peuvent passer facilement, quoi. D'accord. On va retenir la première clé, c'est l'engagement des managers. Oui, Rogan. Du top management. Oui, du top management. Je voulais rajouter au fait, c'est que par rapport à la stratégie, il faut que le 5S soit à un même niveau de priorité que ce qu'est la productivité, que ce que c'est la sécurité. Parce qu'au fait, c'est un ensemble dans la stratégie que la direction mette ça vraiment, que ça soit au même niveau que la sécurité et que donc, ce que j'entends bien, c'est qu'il faudrait que le 5S soit intégré dans la stratégie même de toute organisation. C'est ça. Voilà. Donc, ça rejoint donc vos deux idées, c'est-à-dire l'engagement du top management. Vous savez bien que l'engagement ne doit pas être seulement de 20 mots. L'engagement du top management demande donc une implication très forte, surtout dans le maintien de ces standards-là. Parce qu'en réalité, si le manager est impliqué, il va tenir à jour ses standards, il va faire ses gemba, il va faire ses tours de terrain, il va se rassurer que le standard même en lui-même, il est maintenu et qu'il vit. Et lorsqu'il participe donc à cette animation-là, il participe ainsi à la vie du 5S, parce qu'en réalité, le 5S ne s'arrête pas. C'est comme l'amélioration continue. Dès que c'est un voyage sans destination, sans arrêt, mais on s'arrête justement pour se reposer quelques questions. Moi, la question en réalité, c'est comment faire en sorte que ces managers-là soient engagés au niveau de ce 5S. Excuse-moi, je pense que Hamza, il a répondu déjà pour dire comment faire pour qu'ils soient engagés, mais déjà, c'est de lister les bénéfices que va apporter justement le 5S. Donc, il a fait une liste déjà de tous les bénéfices que ça apporte en termes de sécurité, de coût, de délai et de satisfaction personnelle pour le collaborateur. Une fois qu'on a listé ça par rapport on va dire, aux problèmes du quotidien des managers, ça fait partie du coup dans la stratégie de les embarquer, de les convaincre dans cette démarche-là. D'accord. Moi, j'ai une une idée complémentaire pour amener les managers à s'engager davantage. L'idée, c'est qu'il faut partir d'une douleur.
Il faut partir d'un problème stratégique, un problème qui nous affecte pour inciter, pour motiver et surtout pour impliquer les managers. L'idée ici, c'est le 5S, on a toujours eu envie de dire, oh, on va lancer le 5S pour prouver que ça marche. C'est faux. L'idée, c'est que même dans la conduite du changement, avant de lancer un changement d'habitude, le changement de programme, de mode opératoire, le changement de manière de travailler, il faut que ça parte d'une douleur. Il faut que ça parte d'un problème. Et lorsque le problème il est patent et qu'il touche la stratégie, la première ligne va se réveiller à travers cela. L'exemple que nous avions eu quand nous étions consultants, c'est qu'on perdait environ plus d'1 million d'euros rien que sur les outils. En bord de ligne, on perd plus d'1 million. Et ça, on a amené tout le monde à se dire, si la gangrène continue, notre participation intéressement sera affectée. Ah oui. Donc, si on perd tout le temps 1 million, alors que ce million-là pouvait nous revenir, il faut qu'on se réveille. Et là, ça amène les uns et les autres à se réveiller, surtout la première ligne. Donc, au-delà de convaincre ou de démontrer, il faut que ça parte d'une douleur. Et ça vaut pour toutes les actions d'amélioration et sur tous les changements que vous voulez mener. Si on veut mener, il faut trouver… J'ai plein d'exemples que je ne vais pas partager, bien entendu, ici, là, puisqu'on n'a pas assez de temps. Ben, je peux aussi rajouter, en fait, il y a aussi l'aspect image, l'image de l'entreprise, parce que quand moi j'arrive dans une entreprise, la première des choses que je vais commencer à voir, c'est déjà sur le parking quand j'arrive, et aussi avant de rentrer dans l'entreprise. Donc l'image est importante pour nos clients, pour les clients qui arrivent dans une entreprise. Là, c'est qu'on parle pas d'audit, mais après c'est que ça fait partie, c'est un ensemble de tout. Le client qui arrive, qui se garde sur le parking et en plus de rentrer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vend. Donc, l'image de l'entreprise est importante pour nos clients et aussi pour nous. Donc, il y a plusieurs aspects. Quand tu parles de douleur, effectivement, mais si nos clients arrivent que déjà, de prime abord, voient que notre société, sur les 5S déjà mal rangée et autres, donc ça, c'est aussi des points négatifs sur l'image de l'entreprise. Moi j'ai eu effectivement ce cas-là, parce que l'entreprise où je travaille, en fait, on organise des visites à l'intérieur carrément. Donc c'est des personnes c'est l'organisme du tourisme qui organise ça pour notre entreprise. Et du coup, des touristes qui arrivent, donc ils ont l'image de marque qu'ils ont connue en dehors de sites de production. Ils arrivent et des fois, on les voit un peu choqués parce que ils font le lien avec le produit. Après, ils se disent, bah oui, vous produisez tel produit. Quand on rentre chez vous, bah on est un peu choqué, quoi. Et du coup, on a eu, et avec le management, j'ai joué sur ça. Je leur dis, avant même de commencer à regarder qu'est-ce qu'on va gagner, bah déjà, soigner l'image de marque. Donc, les gens, ils arrivent, il faut qu'ils retrouvent des espaces de travail au moins propres, très organisés, quoi. Et ça fait tilt. Et du coup, les gens, ils ont compris que, bah, il faut commencer par faire quelque chose, bah, faire le premier ménage, parce que je vais pas appeler ça le 5 du 5S. On fait un premier ménage et dès qu'ils commencent à creuser, ben, ils se disent, ah, effectivement, on a des choses à faire. Les gens, ils sont pas formés, ils sont pas sensibilisés. Tu fais du ménage, ils appellent ça du 5S. Ben là, tu comprends vite que ben derrière, il faut faire des sessions de sensibilisation pour leur dire, le ménage et 5S, c'est deux mondes différents. Parce que le ménage, t'as pas besoin du mindset, le 5S, t'as besoin du mindset. Absolument. Alors, on retient l'engagement, l'implication. Maintenant, dans le chantier en lui-même, qu'est-ce qui fait le succès d'un chantier 5S? Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir un chantier 5S? D'accord, on a expliqué, on a créé une urgence, une douleur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans l'organisation elle-même, qu'est-ce qui va garantir le succès d'un chantier en lui-même? Pour que je réponde à ma propre question, d'entrée de jeu, c'est la préparation qui est la clé même d'une réussite, comme on le sait. C'est-à-dire que, vous savez, dans nos organisations, on a vite fait de dire, toi, tu nous fais le 5S, tu organises, et puis il y a des gens qui n'ont pas la notion d'équipe, la notion de travailler en équipe,
ils vont aller voir 2-3 personnes, ils vont se dire, voilà, tel jour. Non, non. Pour réussir un chantier 5S, il faut s'organiser. Il faut déjà s'organiser à la démarche, faire une communication et même une formation pour des parties prenantes, créer une équipe et que ce soit les personnes même qui vivent l'action, les personnes du milieu. Vous ne pouvez pas faire du 5S dans un bureau de manager et que ces managers ne sont pas impliqués, ne sont pas là. Il faut donc les préparer. Il faut se préparer l'heure, le timing, avoir même les autorisations, avoir même l'assentiment des syndicats aussi pour qu'ils comprennent et qu'il y ait moins de freins. Donc, pour moi, la préparation est une des clés pour réussir un chantier 5S et un chantier tout simplement. C'est exactement ça. Donc, la préparation, c'est un élément très, très, très important. En fait, c'est plus que 70% du chantier, en fait. 70%, ça joue avant le match. Tout à fait. C'est ce que je disais toujours. Donc, si moi, j'avais imposé une règle, si j'avais pas, parce que moi, j'avais été formé Lean et du coup Kaizen, donc moi j'ai eu le Green Belt et j'avais un formateur qui m'a dit pour tout chantier Kaizen, un chantier Kaizen, ça c'est entre 3 et 5 jours. Mais ce qui prend plus de temps, c'est le avant. Et le avant peut aller jusqu'à 2 semaines. J'avais imposé en fait à l'entreprise où je travaillais de m'accorder en fait 2 semaines de préparation. Et pendant ces 2 semaines de préparation, je leur faisais une checklist des actions à mener. Et ce que tu disais tout à l'heure, dans la préparation, bah c'est quoi le problème? Parce que le problème, il peut, d'une personne à une autre, il n'est pas perçu pareil. Donc, du coup, on demande à ce qu'un chantier 5S doit être organisé si on a un vrai problème. Parce que des fois, c'est juste, on doit organiser un chantier 5S, on a une visite. Est-ce qu'une visite, c'est un problème? Voilà. Non. Du coup, voilà. Le 5S répond à des problématiques ciblées. Et du coup, si on organise juste pour faire un nettoyage de printemps, ça marche pas. Donc, du coup, c'est quoi le problème? Déjà, en fonction du problème, quels sont les participants clés? Parce que si c'est juste 2 opérateurs, alors que j'ai besoin de l'outillage, j'ai besoin de la maintenance, j'ai besoin peut-être du chef d'équipe, j'ai besoin de la qualité aussi, etc. Donc, du coup, c'est des participants obligatoires. Il faudrait qu'ils soient là. Et du coup, au début, il fallait justifier à chaque étape pourquoi il faut inviter telle personne, pourquoi il faut préparer telle salle, tel environnement, c'est quoi le scope? Parce que c'est important de définir le périmètre. Parce que des fois, on fait un chantier 5S sur un hangar. Non. Parce que si vous voulez montrer la valeur ajoutée du 5S, il faut faire une zone pilote. Et ça juste une petite parenthèse. Moi qui adore Deming, c'est pour dire que on est dans le PDCA et c'est la première partie, c'est le P, c'est le plan qui prend beaucoup plus de temps. Exactement. Est-ce que c'est ça ou pas? Tout à fait. Oui, c'est ça. J'avais pensé tout de suite à ça, en fait, à se dire, oui, mais en fait, il faut bien préparer, comme dans le PDCA, en fait, on décline et puis nos étapes comme pour d'autres chantiers. Mais le 5S, il doit se préparer aussi bien que… Malheureusement, dans nos organisations, on a, comme j'aime si bien dire, on a des managers, on est à l'ère du micro-ondes, des managers micro-ondes, tout de suite. Donc, cette partie préparation n'est vraiment pas prise au sérieux et on le voit. C'est-à-dire, quand vous prenez du temps à préparer, vous mettez moins de temps à implémenter le chantier. Et donc, le chantier, comme Hamza l'a dit, 3 jours, ça suffit. Mais si on a préalablement travaillé en amont, on l'a préparé, on a préparé les éléments. Il y a des gens qui n'ont jamais, qui ne savent pas ce que c'est que le 5S. Donc, il faut les préparer à ça. Et je pense que la préparation, c'est vraiment la clé aussi. Et des fois, en fait, quand les managers, ils disent, non, tu nous racontes des conneries, 2 semaines, c'est beaucoup et tout. Tu vas jusqu'au leur montrer en fait le mur. Donc du coup, tu fais en fonction de leur dispo. Tu dis ok, vous avez pas 2 semaines, on va le faire. Et tu montres les points de blocage. On arrive en chantier 5S, on a fait une journée. Deuxième journée,
on est bloqué parce qu'on n'a pas les moyens de stockage, on n'a pas réfléchi à des moyens de balai standard, etc. Donc tu leur dis tout simplement, forcément, on devrait organiser un autre chantier. Du coup, on s'arrête là, on s'arrête au premier. On a à peine fait le tri, on a fait des petits rangements et tout ça. La partie standardisation, process conf, tout ce qui est tous les outils pour maintenir, on n'y est pas rendu. Donc du coup, 2 semaines plus tard, tu repasses, tu commences tout à zéro, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Et dans la partie préparation même, j'ai insisté sur la partie formation. Moi, j'ai eu des chantiers, les meilleurs chantiers qui ont réussi sont ceux-là qui ont eu au départ à la préparation une communication et surtout une formation en bonne et due forme de ce que c'est que le vrai 5S. Et ça fait que les gens, quand ils allaient implémenter, c'était comme si c'était une formation qu'ils mettaient en pratique. On est allé, on a déroulé et ça a pris pas mal de temps, mais par la suite, les managers ont suivi avec toutes les routines. Et quand on sait que toute la cascade est réalisée, tous les tours de terrain sont réalisés, que ce soit du middle management jusqu'au top management, sur cette question-là, je vous assure, ces routines-là vont maintenir le 5S et on apprendra énormément de cet outil-là, de cette démarche. Donc, quand les gens ils sont formés et sensibilisés, tu passes beaucoup moins de temps à leur expliquer pendant le chantier. Donc, ils savent déjà de quoi tu vas parler, quelles sont les étapes, etc. Comment ça va se dérouler les 3 jours. Alors que quand les gens arrivent, ils savent pas de quoi on parle, ils entendent du 5S, mais ils connaissent pas les étapes et l'attendu de la démarche. Ils sont là à te regarder, qu'est-ce qu'on va faire. Ils te suivent, ok. Alors que t'es pas là pour leur montrer ce qu'il faut faire en fait. Ils sont moteurs, ils doivent être moteurs eux-mêmes de la démarche, de ce qu'il faut mettre en place, parce que comme on dit, celui qui sait, qui fait quoi. Donc moi je suis facilitateur, je suis pas là pour faire à leur place. Alors que quand on forme les gens, t'es là pour les guider et ça s'arrête là quoi. Alors que eux, ils déroulent le premier S, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et même, des fois, ils vont aller jusqu'au 5e S, donc sans pour autant leur rappeler les différentes étapes, parce qu'ils étaient formés. Pendant une journée, tu les as eus sur des exemples concrets. Moi, sur des formations, donc je donnais beaucoup. En fait, j'aimais pas trop les confiner dans une salle pour leur citer un peu les étapes. C'était plus des tours de terrain pour leur montrer ce qui va pas, avec des photos avant et des photos après. Et pour qu'ils voient concrètement à quoi ça peut servir. C'est pas ce que je leur dis, ça se passe pas dans une salle. C'est le 5S, c'est une méthode du terrain quoi. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que même en fait dans la préparation, dans la formation, le mieux c'est de le faire sur le terrain ou pas loin du terrain, en tout cas si c'est possible, en fonction de la conformité de l'espace de production. Mais en tout cas, l'idée de dire ok, on le fait pas loin du terrain et que à chaque étape on va sur le terrain pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce S, pour ce premier S, pour ce deuxième S. Ça permet de vraiment d'être qu'ils soient vraiment proactifs et qu'ils intègrent rapidement en fait la philosophie qui est derrière. Exactement. Parce que c'est des gens du terrain. Donc le mieux pour qu'ils retiennent l'attendu de chaque étape, c'est de leur montrer concrètement à quoi ça va leur servir. Et c'est ça. Après, je repasse les voir chez eux dans leur espace de travail pour leur dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va pouvoir vous aider à améliorer telle ou telle condition. Oui, on a souvent eu des gens qui sont assez réticents à se débarrasser des objets incongrus ou à des objets insolites qui vont certainement polluer tout l'environnement. Quelles sont les astuces qu'on peut partager à ceux qui nous suivent? Comment amener quelqu'un à changer d'avis, à se débarrasser de quelque chose peut-être insolite qui fait rire tout le monde et il ne veut pas? Dans ma planche de formation, j'ai mis quelqu'un qui est une image un peu rigolote sur quelqu'un qui est au brocante. Et je dis attention aux brocanteurs. Ceux qui veulent garder tout, mais ils savent pas pourquoi en fait. Et souvent c'est ça. Donc quand je faisais le premier tour de terrain avec eux pour leur dire
Bah, le premier S consiste à trier l'utile de l'inutile. Donc maintenant, vous avez un scotch vert, un scotch rouge. Le scotch rouge, c'est tout ce que vous n'utilisez pas ou jamais, même une fois par an. On verra après, il y a une zone de quarantaine pour prendre des décisions. Bah, des fois, j'ai eu tout vert. Ah, j'ai dit quand même, hein. Je disais pas tout. Ah non, mais on a mis des choses, on sait jamais. Bah, on sait jamais peut durer quelques années. Et ben, vous allez vous retrouver. Parce que ça peut pas aider. Parce que le standard, il faut se projeter. Si t'as pas de place, tu peux pas te projeter dans une maison. Imaginons, tu es en construction et tu arrives direct, tu mets les meubles. Bah, comment tu vas te projeter pour dire, bah, je vais faire le canapé ici, tout ça. Bah, il faut que ça soit vide. Donc c'est ça que je leur dis. Un environnement safe aussi. Donc pour ne pas avoir d'accident, il faut que ça soit pas encombrant, quoi. Et du coup, je disais attention aux brocanteurs, ça rigolait au début, mais ils se regardaient entre eux des fois pour dire bah oui, toi je te connais, t'es un gros brocanteur. Et après, au fur et à mesure, bah voilà, donc j'expliquais avec des exemples concrets. Et puis par rapport, t'as souligné un point très très important sur les gens qui sont réticents. Moi, ce que je faisais, j'ai eu une idée une fois de dire, bah, en fait, pendant la formation, je les laisse parler pour voir quels sont ces réticents. Parce que avec 6 ans de pratique, je sais qui est réticent, celui qui l'est moins. Et du coup, dès que je vois quelqu'un qui est pour le 5S, il a essayé des choses et tout, je lui dis, ah tiens, toi, tu vas être mon ambassadeur. Donc du coup, je lui dis, tu vas être l'influenceur dans ma tête. Je lui dis, après, je vais le voir pour faire avancer avec lui, en fait, le chantier, etc. Et du coup, au fil de l'eau, je lui dis, bah, écoute, ton copain ou ton pote, bah, il n'a pas pu faire ça, est-ce que tu peux l'aider? Et bah, du coup, ça passe plus, en fait, que si c'est moi qui lui passe le message, en fait. Donc, j'essaie de, Absolument. dans des petites zones, j'essaie de choper pas les réticents, mais plutôt les influenceurs qui m'aident justement à faire basculer ces réticents sur le bon côté. Absolument, Et absolument. ça marche, ça marche. Ah oui, oui, tout à fait. Il suffit d'un ambassadeur, bah, tu peux emmener toute l'équipe. Tu l'équipe. peux embarquer pas mal de personnes, oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait, effectivement. Tout à fait. Je pense que c'est sur cette note-là, pour qu'on ne déborde pas, qu'on ne prenne pas beaucoup de temps, c'est sur cette note d'Hamza qui vient de nous rappeler qu'en réalité, dans le changement, quand on conduit un changement, on a à peu près 10% des gens qui sont proactifs. On a 10% des gens qui sont opposés, carrément, drastiquement opposés. Mais on a 80% de nini, des gens qui sont au milieu. Et ce que Hamza nous dit, c'est pas la peine d'aller voir ceux qui sont opposants, d'aller perdre du temps avec les opposants, mais c'est de chercher des ambassadeurs, de chercher des influenceurs qui vont aller grappiller et déjà embarquer dans les 80%, ne serait-ce que 70% pour que le chantier soit réussi. Exactement. Merci Hamza, merci pour ta présence. Honnêtement, on parlera de gestion de projet, on parlera de gestion d'équipe. Tu es toujours attendu, tu es toujours, on sera toujours fiers de te recevoir. Pas de problème pour la gestion de projet. J'y suis actuellement. Oui, oui, oui. Tu sais, à chaque fois, alors, moi j'ai des modules de formation sur la gestion de projet et parfois quand je parle de jalons, je pense à Hamza, je pense à ce grand tableau où on faisait le suivi de jalons. Des gates, G0, G2, G5, etc. Voilà, G2, G5. Bah nous, on utilise l'outil LBIP, donc c'est très puissant. Voilà, et c'est c'est tout. Mais attention, en disant l'outil, là, on va repérer là où tu es. Oh là là. Ok, c'est pas grave. Allez, on vous remercie. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous écouter, pour partager avec nous les pépites. On espère que Hamza vous a apporté pas mal d'éléments de réponse et que ces éléments-là sont déterminants pour la réussite d'un chantier 5S. Alors, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker si ce contenu vous plaît. Et nous avons un challenge, c'est d'atteindre un certain nombre d'abonnés pour
promouvoir davantage l'excellence opérationnelle. N'oubliez pas aussi de voir la première vidéo qui parlait des causes des causes principales de l'échec du 5S. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine édition. Bye bye. Merci.